Son uniforme était un uniforme de soldats français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais. Avec sa chéchia, ses bandes moltières et tout le reste, il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique. Puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. Une réalité se fait jour trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, La Force Noire. Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne. Rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes sur le front européen. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il se connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige que, on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain. Tous les jeunes hommes devaient aller à la guerre. Mon oncle fut recruté et ma grand-mère, qui ne voulait pas qu'il parte, décida de le cacher. Elle partit vers une terre que je connais très bien et qui appartenait à sa famille. Il y avait là une cascade et beaucoup de végétation. Elle y cacha mon oncle pour que personne ne le trouve. Mais les parents de ces jeunes hommes étaient victimes d'intimidation. On leur disait: nous savons que vous avez un fils et vous devez nous le remettre, sinon nous confisquerons votre bétail. Il faut savoir que le bétail constituait une bonne part de la richesse des gens et surtout des hommes. C'était comme leur compte en banque. Je comprends que sous cette menace, mon grand-père ait convaincu ma grand-mère de livrer leur fils.
C'était la situation tragique des sujets dans une colonie. Personne ne s'est donné la peine de venir informer mes grands-parents du sort de leur fils. Sûrement que personne n'était même capable de dire où il était tombé. Ma grand-mère a pleuré jusqu'à la fin de ses jours, se demandant toujours comment son fils était mort. Une fois que la personne meurt, la personne est enterrée dans son terroir près des siens. Ceux qui sont décédés avant là, on est enterré. Sinon, il y a des pratiques pour appeler l'âme de la personne là où elle est décédée, afin de procéder aux cérémonies nécessaires pour ramener la personne près des siens ici. Et pour ramener, c'est beaucoup plus difficile que pour enterrer sur place. Donc, il y a cette conception qui fait que on n'a pas envie de mourir ailleurs, dans un autre pays, pour qu'on fasse des cérémonies de rapatriement ou des cérémonies de retour de l'âme auprès des siens. Le recrutement de soldats noirs et le choc qu'il provoque dans de nombreux pays d'Afrique va donner un nouveau souffle à des mouvements d'inspiration prophétique, tel au Nyasaland, l'actuel Malawi, le mouvement Kanim John Chilembwe, pasteur baptiste et agitateur politique qui mène une violente croisade contre la guerre. Le pasteur Chilembwe sera arrêté et fusillé. Surmontant une opposition afrikaneur très sensible à la propagande pan-germaniste, le gouvernement sud-africain s'engage aux côtés des Alliés. La vision de Noirs armés était un cauchemar pour les Sud-Africains blancs, profondément marqué par le précédent de la guerre des Boers. À cette époque, de nombreux Africains armés pour la guerre s'étaient servis de leurs armes pour reprendre leurs terres. Et ils y étaient parvenus dans certains endroits. Après la guerre des Boers, les Britanniques se sont empressés de désarmer les Noirs pour éviter que ce cauchemar ne se reproduise. Les Blancs étaient unanimes. Il ne faut pas donner d'armes aux Africains. Ils furent recrutés comme porteurs ou responsables de transport durant la Première Guerre mondiale. Et certains furent même envoyés en Europe. Sur le terrain des combats en Afrique, il faut mobiliser le moins de troupes possible, jugées plus utiles sur le front européen. Mais alors que le Togo allemand tombe en quelques semaines, la bataille menée par les Britanniques et les Français au Cameroun sera plus longue, 18 mois, et plus meurtrière. Avec cette singularité que pour la première fois, elle oppose des soldats noirs présents des deux côtés. C'est également le cas en Afrique orientale, où des soldats professionnels noirs, des askaris, sont placés sous le commandement du général allemand von Lettow-Vorbeck. Ces askaris parviennent durant toute la guerre à fixer 150 000 soldats alliés et leurs troupes noires, qu'elles soient sous le drapeau britannique, belge ou sud-africain. Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouses qu'on lui faisait, on coupait le corps pour qu'il puisse respirer bien. Mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là, ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer.
Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergents recruteurs dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfants, Samy, nous pourrons battre les noirs. Vous aurez encore d'autres problèmes et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on nous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre blancs dont les noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Theuring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans